d'entrer. La voix risque de lâcher. Je me suis dopé toute la journée pour être avec vous. Et je pense que si je passe le contrôle antidopage, moi, je serai disqualifié pour les 3 prochaines Coupes du Monde. Mais en tout cas, je tiens à remercier la TUJ. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. C'est une question qui est très importante, y compris, je pense, parler de l'économie tunisienne aujourd'hui, y compris lorsqu'on est loin de l'exercice du pouvoir. Je pense qu'il faut en parler avec beaucoup d'attention et ne pas tomber dans la facilité, parce que je pense que la situation est très compliquée et très très difficile. Nourdine, si tu permets, sur la première question, je vais évoquer 3 points qui me paraissent importants. Le premier point, qui est le thème de la soirée, qui est le dosage de la politique. Les économistes, on aime bien parler de théorie, alors ça, mais je suis à côté d'un autre éminent économiste. Le premier point, c'est comment les économistes réfléchissent la question du dosage ou du rapport entre la politique monétaire et la politique budgétaire au sein des politiques économiques. La deuxième question, si M. le gouverneur le permet, je dirais comment ce dosage, cette cohérence, cette coordination a évolué depuis 2011, de mon point de vue, et quel a été l'impact de cette... Est-ce qu'il y a eu des moments d'inflexion, des moments, peut-être pas de rupture, mais en tout cas de détachement, et quel a été l'impact sur la situation économique? Il y a dans les 3 points que je me propose très rapidement, dans les limites du temps que tu m'as imparti, Nourdine, les aborder. Le premier point, comment les économistes réfléchissent la question du dosage de la politique économique et de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Les économistes comptent partout, c'est-à-dire il y a 50 points de vue. Très rapidement, on n'est pas là pour faire un cours d'économie, mais les résumer. Résumer, il y a globalement 2 grandes positions. Il y a une première position des économistes qui disent le dosage, la cohérence, chacun joue son rôle. La Banque centrale, à travers la politique monétaire, s'occupe de ce qu'on appelle les valeurs, les tendances nominales, et la politique budgétaire, à travers le gouvernement ou le ministère des Finances, s'occupe des grandeurs, voilà, des grandeurs réelles. Donc chacun joue son rôle, la Banque centrale est indépendante, elle trace sa politique monétaire et elle met en place sa politique monétaire. De l'autre côté, il y a la politique budgétaire et tout ça forme la politique économique, bien sûr avec des interactions, mais en tout cas il n'y a pas besoin qu'il y ait ce dosage, cette cohérence de l'action publique en matière de politique monétaire et en matière de politique économique. Il y a un autre point de vue qui est bien évidemment totalement différent et que je soutiens personnellement et qui croit en l'importance de la coordination et du dosage d'une manière générale, de la coordination des politiques économiques, qu'elles soient politique monétaire ou la politique budgétaire ou la politique de change, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. Allez, pour 2 raisons qui me paraissent essentielles. La première, l'absence de coordination, au fait, se traduit toujours parce que les économistes appellent des jeux non coopératifs de la part des acteurs, c'est-à-dire que des acteurs économiques, la Banque centrale estime que la politique budgétaire peut être expansionniste et peut être dépassée, à la limite mettre en cause les grands équilibres macroéconomiques pour prévenir ce type de dérive. Elle met en place une politique monétaire relativement restrictive avec toute la panoplie d'outils pour réduire ce risque. De l'autre côté, les responsables de la politique budgétaire peuvent se dire le choix de la Banque centrale et depuis quelques années est de faire des politiques restrictives, donc on va mettre un peu plus l'accent sur la relance. Alors, 5 milliards de dinars à titre 2 du budget, comme ça prévient, ça peut prévenir avec l'accent un peu, l'accent de je dirais, du caractère restrictif de la politique monétaire. Donc, le deuxième argument
que personnellement je soutiens et qui est en faveur d'une plus grande coordination, alors dans le respect de l'indépendance de la Banque centrale. Je fais partie des gens qui défendent l'indépendance de la Banque centrale et je pense que c'est quelque chose dans les démocraties, c'est quelque chose d'important. Mais l'indépendance ne signifie pas l'absence de coordination. Donc je défends personnellement le premier argument, éviter d'avoir des jeux non coopératifs entre les acteurs économiques et particulièrement les acteurs détenteurs de la politique économique. Le deuxième argument qui me paraît important, c'est l'efficacité de la politique économique. In fine, il y a une des instruments de politique économique qui ne sont pas coordonnés, finissent toujours par remettre en cause l'efficacité de la politique économique. Et c'est l'aspect sur lequel je vais intervenir pour la suite. Donc, première question, coordination, dosage de politique économique, c'est quelque chose d'important. La Banque centrale est indépendante. Je connais. Tu avances la question. Donc si vous voulez, et cette coordination, elle est importante, elle est essentielle, qui m'apporte pour deux raisons. D'abord, ce que les économistes appellent de manière à arriver, ce qu'on appelle un équilibre de premier rang. De manière à arriver à une situation optimale dans le fonctionnement de la politique économique. Pardon, excusez-moi. Et la deuxième chose, je pense que cette coordination est nécessaire pour l'efficacité de la politique économique, de l'ensemble de la politique économique, y compris la politique monétaire et la politique budgétaire. Les économistes qui sont là, je ne fais que répéter probablement des choses qui sont connues de tout le monde, mais je crois que c'est important de rappeler cet aspect. Deuxième, comme dans le gouvernement, a été d'éviter que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la forte récession qui a failli devenir une déflation de 2011, post-révolution, ne continue et à la limite qu'on retombe sur une récession forte. Et les récessions, c'est toujours très compliqué. La récession, c'est comme un vélo. C'est difficile la récession économique, c'est difficile de le relever. Donc, c'est toujours important de faire en sorte, même s'il ne court pas vite, ou ne roule pas vite, que le vélo soit toujours debout, soit toujours en tout cas debout. Et donc on a eu deux politiques, il y a eu une politique budgétaire où véritablement on est sorti des politiques budgétaires restrictives d'avant-révolution et on est rentré dans des politiques budgétaires de relance importantes, parce que des revendications de la révolution sur la marginalisation des régions, sur l'emploi, un certain nombre de revendications sociales qui étaient très fortes. Donc, rappelez-vous, pratiquement, on parle de l'explosion du budget de l'État. Il faut savoir, l'explosion du budget de l'État, c'est pas seulement les subventions et c'est pas seulement le coût de l'énergie. Le développement rapide du budget de l'État, c'est aussi le titre 2. L'investissement, qui est passé pratiquement de 1,5 milliard avant 2011 à pratiquement aujourd'hui, il est à 6 milliards de dinars. Donc c'est quelque chose d'important. Donc une politique de relance systématique, appuyée, renforcée. Voilà où le titre 2. Le titre 2 n'est qu'un aspect de cette politique de relance. Dans la politique de relance, je rajoute aussi un certain nombre d'éléments, de mesures d'incitation fiscale qui ont été mises en place pour encourager l'investissement, pour encourager la création de nouvelles entreprises. Donc il y a eu une série de mesures qui est très importante dont l'objectif c'est véritablement de relancer l'économie. De l'autre côté, je pense jusqu'en 2016, probablement, la politique monétaire, on peut discuter je ne le fais pas de manière précise, je le fais à partir du moment où on a commencé à discuter, pas nécessairement à partir du moment où les mesures ont été faites.
La politique monétaire a suivi. On a eu une politique monétaire relativement expansionniste sur les taux, sur un certain nombre de financements, et je crois que c'était utile, qui a été mise en place par Mostafa Kemal Nebli immédiatement après la Révolution, pour d'abord permettre, comme dans toutes les crises, permettre le refinancement des banques, faire en sorte que le système bancaire ne tombe pas, ensuite que l'activité économique redémarre. Cette politique a été poursuivie par Sichel, et l'aspect, je pense, aussi expansionniste, en dépit de cette inflexion, je crois, continue aussi par d'autres moyens, dont la politique monétaire suivie par Simarouet, le gouverneur ici présent. Mais je pense qu'à partir de 2016-2017, la date elle est discutée. Je pense que on a décidé, sur la base d'un certain nombre d'évolutions, notamment les déficits externes, notamment le retour, misère à l'époque 2016-2017, quelques tensions pas encore fortes, merci. Quelques tensions, pas encore fortes, mais quelques tensions inflationnistes. Donc, on est passé à on a préparé la sortie de la politique monétaire expansionniste. Donc, je m'en à plusieurs reprises, vous savez ce que j'ai écrit là-dessus. Il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est à partir de 2017, on poursuit une politique budgétaire pratiquement de relance, et on la renforce. Je vous rappelle que 2018, on était à 5 milliards, corrige-moi, de titre 2. 2019, on est passé à 6. On est passé à 6, donc un véritable renforcement avec tout ce que cela entraîne, en termes de stabilisation, en termes d'inflation, en termes de déséquilibre externe, balance commerciale et balance courante, donc avec tout ce que cela entraîne. Et de l'autre côté, on a une politique monétaire qui a décidé que son principal souci, c'est la lutte contre l'inflation, et donc on est sorti de la politique expansionniste pour mettre en place, avec attention, bien évidemment, mais une politique beaucoup plus restrictive, en tout cas, au niveau monétaire. Donc, Hadi, Taqriban, monsieur le gouverneur me corrigera, je pense, on est en train de discuter de l'histoire économique immédiate. Donc, à la limite, c'est un sujet sur lequel on peut discuter, on peut échanger. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième point, la situation économique. Sur deux aspects. Le premier aspect, je pense, c'est la stabilisation. C'est une stabilisation fragile. Pour moi, c'est des évolutions qui sont positives, qui sont très importantes. La tenue du dinar, c'est quelque chose d'important, c'est un élément qui est très positif. Là, de l'autre côté, au niveau de la politique budgétaire, la réduction du déficit, 2018 a amené 4,9 avec l'objectif cette année de faire 3,9 pardon, et cette année de faire 3, c'est la croissance 3,1. Donc pour moi, c'est des aspects qui sont importants. Une relative maîtrise de l'inflation. On est tombé en dessous du chiffre de 7%, ce qui est quelque chose, je pense, de relativement important. C'est un chiffre qui est une barre symbolique. De l'autre côté, je pense, toujours sur la stabilisation, je pense que, pourquoi cette stabilisation reste fragile? Je pense que le déficit commercial, le déficit courant restent très élevés. Bien évidemment, le déficit commercial, comme vous le savez, une grande partie de ce déficit, elle est liée à l'énergie. Elle est difficile à maîtriser, mais en tout cas, cette partie de la stabilisation est encore, je dirais, est encore très importante et très fragile. Donc un premier aspect, cette stabilisation, en dépit de quelques avancées, je pense qu'elle reste relativement fragile. Le deuxième aspect qui me paraît important, c'est l'aspect croissance. Et c'est là où mon inquiétude est beaucoup plus importante. Nourdine, tu l'as expliqué, les 6 premiers mois, on est à 1,1. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas les 1,1. Très sincèrement, le 1,1, il est inquiétant. Ça veut dire qu'on sera en dessous, selon mes projections, selon les projections de tout le monde, on sera probablement en dessous des 2%.
Je le dis, on ne stabilise pas une économie qui ne crée pas de la croissance, qui ne crée pas de la richesse. Donc, c'est l'impact sur la stabilisation. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est le recul du secteur industriel qui a un recul relativement, depuis les 2 ou 3 dernières années. C'est quand même un pays qui a construit son économie, qui a construit sa modernité économique, son modernisme sur la diversification. Et dans cette diversification, 2 secteurs sont très importants, l'industrie et les services. Qu'aujourd'hui, l'agriculture devienne le fer de lance de l'économie, c'est pour moi quelque chose de très inquiétant. Bien évidemment, Mounir Bahlim est en train de sourire, il y a le tourisme qui joue un rôle qui est très important, mais ça, pour moi, c'est une source d'inquiétude et qui pose un vrai problème structurel. C'est pas la banque centrale, c'est pas la politique monétaire, c'est pas la politique budgétaire, c'est le vrai modèle de développement. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas attaqué cette question. La deuxième source d'inquiétude pour moi au niveau structurel, c'est l'investissement. Nourdine, je salue toujours le livre, votre rapport de EY annuel sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise. On peut le lire en long, en large et en travers. J'ai retenu un chiffre qui me paraît très important. Lorsque vous avez posé la question à votre échantillon assez large de 3000 entreprises, vous avez posé la question à ces 3000 chefs d'entreprise, est-ce que vous allez investir au cours de l'année en cours? La réponse, corrige-moi si mes chiffres sont, ma mémoire n'est pas bonne, la réponse en 2018 a été de 48%. La réponse en 2019 a été de 35%. Et bien évidemment, il y a les élections. Les années électorales ne sont pas des années favorables mais en tout cas, c'est 2 sources d'inquiétude. Pour résumer, je dis une chose. C'est que, premièrement, je pense qu'on n'est ni dans la situation, je veux être rassurant quand même, on n'est ni dans la situation de la Grèce, ni dans la situation de la Corée. C'est-à-dire on n'est pas dans un pays au bord de la faillite, mais on n'est pas non plus dans un pays qui a retrouvé le point d'inflexion. Je pense que la situation économique reste très compliquée, reste très très difficile, et je pense que la situation économique gagnerait d'une plus grande cohérence, d'une plus grande coordination, je dirais, entre la politique monétaire, les politiques conjoncturelles, les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Je peux revenir après, j'ai une idée pourquoi elle n'existe pas, pourquoi elle n'est pas aussi optimale qu'on le souhaiterait. Je peux répondre à cette question, mais je pense que c'est un petit peu ça. Une plus grande cohérence. Je pense que c'est un problème institutionnel. Ce n'est pas un problème de personne. Je pense que c'est un problème institutionnel. Je vous donne un exemple. Comment les Américains... Je mettrai l'accent sur 4 aspects. Le premier, c'est la vision. Je pense qu'il a gouverné la politique économique au cours des 3 dernières années, c'est le statu quo. Je pense qu'il est aujourd'hui, on a besoin aujourd'hui de 3 choses. On a besoin de courage, on a besoin d'audace et on a besoin de volontarisme. Je le pense de manière très... Je l'ai dit au chef de gouvernement à chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, je le dis de manière ouverte et à tous les responsables politiques, ceux qui sont dans l'exercice du pouvoir, il est temps aujourd'hui de sortir de cette à la tunisienne, on essaie à la marche, on essaie de corriger les choses à la marche. Moi je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'attaquer de manière frontale un certain nombre de problèmes. Deuxième aspect, la stabilisation. Je pense qu'il faut poursuivre la stabilisation. Il faut être audacieux dans la stabilisation. Je vais vous dire des choses très concrètes. Très concrètes. Je pense, pour la stabilisation, je pense qu'il est temps qu'au niveau... et vraiment, ce n'est pas pour critiquer l'actuel ministre des Finances, j'ai beaucoup d'amitié et d'égard, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui
il y a un travail important qui est en train d'être fait, mais je pense que le recouvrement doit être le cœur aujourd'hui des préoccupations du ministère. Pour ça, il faut de la modernisation, il faut moderniser le recouvrement et il faut plus de personnes. Alors ça ne veut pas dire recruter plus de monde. Alors ça ne veut pas dire... Alors il faut permettre les gens. J'ai été... je ferme la parenthèse, on peut en parler après. Troisièmement, je pense qu'il faut enlever le régime forfaitaire de manière définitive. Je me rappelle, dans les années 60, encore un peu âgé, le régime forfaitaire avait un comptable. Il fait le comptabilité. Je pense que la mesure a été prise dans la loi de finances 2019, mais je pense qu'elle est insuffisante. Dans la loi de finances 2019, on y est encore à 400 000 forfaitaires, c'est énorme. C'est beaucoup. Dans la loi de finances 2019, à l'horizon 2021, et on discute avec les gens pour voir s'ils rentrent ou s'ils ne rentrent pas. C'est l'abolition à l'horizon 2021 du régime forfaitaire. Comme le gouverneur est là, laisse-moi te poser la question.